Bonjour tout le monde, je m'appelle Victoria Smith et je suis responsable de la gouvernance des données de l'éthique à l'Alliance de recherche numérique du Canada et nous sommes fiers de soutenir cette importante série d'ateliers. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la session d'aujourd'hui sur le partage éthique des données qualitatives. Les données qualitatives, de par leur nature, présentent des défis distincts en matière de la dépersonnalisation. Elles contiennent souvent des récits, des descriptions nuancées, des histoires personnelles et des informations riches en contexte qui peuvent rendre l'anonymisation ou la dépersonnalisation très complexe. Supprimer les détails d'identification tout en préservant l'intégrité et la signification des données peut être un processus complexe. Pour nous aider à maintenir l'équilibre délicat entre la préservation de la richesse des données et la protection de la vie privée des participants, nous avons le privilège d'être rejoints aujourd'hui par le Dr. Sebastian Karcher, qui partagera son expertise sur ce sujet complexe et important. Le Dr. Karcher est directeur associé du Qualitative Data Repository, entrepôt des données qualitatives, et professeur assistant de sciences politiques à l'Université de Syracuse. Il s'intéresse principalement à la transparence de la recherche, à la gestion et à la conservation des données qualitatives, ainsi qu'à l'intégration de la technologie dans les flux de travail des chercheurs. Il contribue activement à plusieurs projets universitaires à code source ouvert, enseigne la technologie numérique et la gestion des données, publie de nombreux articles dans les revues de sciences sociales et de sciences de l'information et a été soutenu par le National Science Foundation, NSF aux États-Unis, l'Institute for Museum and Library Services, IMLS, et la Sloan Foundation. Joignez-vous à moi plutôt pour souhaiter la bienvenue à Sébastien Karcher. Sébastien, la parole est à vous. Merci beaucoup, Victoria, et merci à McGill de m'accueillir. J'ai vu certains des participants, c'est un plaisir de voir autant de personnes, c'est magnifique de voir des noms que je reconnais, donc merci tout le monde. Je crois que Bérou va conclure sur ce point, mais j'aimerais en fait le dire en premier lieu, parce que c'est le premier atelier sur deux, et le deuxième aura lieu jeudi de l'équipe de ICSPR de l'Université Washington, et je vous encourage fortement à y participer. Et on vient tout juste de publier un article sur bien des sujets que moi je vais aborder aujourd'hui et je vais vous mettre le lien dans le clavardage. Et je vous conseille fortement cet article si jamais ce sujet vous intéresse. Aujourd'hui, je vais vous parler des approches en général pour les données qualitatives et je vais mettre l'accent sur la dépersonnalisation. Mais je vais essayer de vous dresser un portrait plus global parce que la dépersonnalisation n'existe pas dans un vide. En fait, ça fait partie d'un ensemble. Le partage des données qualitatives. Est-ce que je partage bien mon écran? Oui, ça fonctionne. Parfait. Le partage des données qualitatives est plutôt nouveau pour beaucoup de gens. Donc, je voulais commencer par quelques exemples que nous avons au QDS, Qualitative Data Repository. C'est un entrepôt de données. Donc, voilà, en fait, voici un entrepôt de données. C'est un projet sur des systèmes de semences dans l'ouest de l'Afrique, donc de la science agricole, comme vous pouvez voir. Il y a des entrevues semi-structurées, des groupes de discussion, des cartes dessinées qui font partie du groupe de la discussion. Il y a aussi des données quantitatives, il y a un lien entre les agriculteurs et la quantité de la pluie dans la région, donc beaucoup d'éléments. Et on le voit souvent dans les données qualitatives. Il s'agit de plusieurs méthodes. C'est multiméthode dans le travail qualitatif, mais on ajoute aussi les données quantitatives. Voici un exemple du livre de Lisa Wedeen sur sur les systèmes autoritaires et la situation en Syrie. Elle est ethnographe
et elle travaille sur l'ethnographie culturelle et elle s'intéresse à l'utilisation de la culture et la satire. Donc, grâce au financement, elle a pu obtenir des droits à quelques séries télévisées syriennes et elle a pu les traduire et donc on a pu le partager. Elle utilise également plusieurs sources en ligne et on l'a aidé pour que tous ces sites soient toujours disponibles dans les archives. Quand on travaille à partir des médias non occidentaux, souvent les liens disparaissent et on ne peut pas les retrouver. Les données qualitatives se trouvent beaucoup aussi dans les données des archives et souvent les données ne sont pas dépersonnalisées. Ce que vous voyez ici représente certaines des lettres des archives de la Cour suprême des États-Unis. Donc, c'est à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. En fait, on a des lettres entre Scalia et De Nino. C'est Matt Hill qui a chapeauté ce projet. Et dans ce cas, le sondage était assez important et on a beaucoup de données recueillies pour son livre sur la prise de décision à la Cour suprême des États-Unis. Et enfin, un autre exemple des données dépersonnalisées. Alors, ce sont des entrevues semi-structurées. Ça fait partie d'un projet ethnographique et ça fait partie des données plus sensibles. Alors, Forishtimer avait travaillé sur ce programme de déjudiciarisation pour les travailleurs du sexe. Donc, c'est des gens qui ont participé à une activité illégale. Ça remonte à il y a plusieurs années et la chercheuse a fait attention avec le consentement et avec l'identification, mais néanmoins, ces données sont à accès limité chez QDR. Donc, il faut demander l'accès. Mais on a des gens qui travaillent là-dessus régulièrement. Donc, malgré les contrôles d'accès, on constate une taux de réutilisation intéressante. Donc, on a vu ces exemples, mais pourquoi? Pourquoi partager les données qualitatives? Les raisons ne sont pas si différentes que pour les données quantitatives. D'abord, on veut être un bon collègue. Oui, les autres peuvent examiner nos données, mais c'est une façon aussi de renforcer nos travaux. Du côté de la réutilisation, la raison la plus importante qu'on constate est que d'autres entrepôts qui ont des données qualitatives s'en servent pour la pédagogie. Les professeurs font beaucoup de demandes parce qu'ils veulent utiliser des données réalistes pour enseigner la matière à la prochaine génération des chercheurs. Donc, lorsque les données sont disponibles, on appuie un meilleur apprentissage. La science ouverte, il y a beaucoup d'études sur le sujet. La science a un plus grand impact lorsqu'on partage nos données. La recherche est renforcée et l'incidence de cette recherche est plus importante et réussit à atteindre les décideurs politiques. Et enfin, bon, ça c'était les avantages, mais aussi un point moins intéressant, c'est-à-dire que souvent les organismes subventionnaires demandent le partage des données. Ils s'attendent à ce que ça soit publié. J'ai beaucoup de respect pour les défis éthiques qui existent, mais néanmoins, en tant que chercheur qualitatif, vous allez probablement faire face à cette situation. Regardons quelques exemples maintenant. Bon, de quelle façon ces données sont déposées et de quelle façon elles sont réutilisées. Pendant la pandémie, des étudiants travaillaient dans un court délai et n'avaient pas la possibilité de faire leur travail dans le terrain comme ils faisaient avant, donc ils cherchaient des solutions de rechange.
Marina Mohamdan avait trouvé des données et elle a fait sa thèse sur la réanalyse des données. Et celui qui a recueilli ces données était très heureux de ce résultat et Marina a pu faire sa thèse de cette façon pendant la pandémie. Donc, c'est une histoire de succès. Et voilà ce qui est possible avec ces données qualitatives. Un autre exemple intéressant, c'est Jessica Lester et ses collègues qui ont fait un projet pour TQR. Et en passant, ces diapos sont partagés sous le même permis que l'atelier. Donc, vous allez avoir accès à toutes mes diapos plus tard. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé à plusieurs équipes de réanalyser les mêmes ensembles de données qualitatives, 3 transcriptions de groupes de discussion. Il s'agissait euh, des sages-femmes au Nigeria et ils les ont analysées en utilisant différentes analogies, ou méthodologies plutôt. Et le résultat était fascinant parce que leur point de vue des données était très différent. On voyait ce que les méthodologies pouvaient faire, mais en même temps, on voyait jusqu'à quel point un petit ensemble de données peut être riche et peut nous permettre de faire bien des choses lorsqu'il est partagé. Et enfin, tel que j'ai mentionné, l'enseignement est un grand élément de ce qu'on fait. Ça, c'est un cours donné au Cardiff Metropolitan University. Et chaque année, ils ont des centaines d'étudiants qui demandent accès aux données au QDR. Et ça nous enthousiasme parce que ça nous montre que les données sont utilisées. Et je l'ai mentionné déjà, ce n'est pas la façon traditionnelle de mesurer l'incidence de notre bourse sur les gens, mais au fil des 6 à 7 dernières années, cet ensemble de données pour ce cours à lui seul a été téléchargé plus de 1000 fois. Donc, ça vous donne une idée de l'impact. Bon, alors j'espère vous avoir convaincu que beaucoup de données existent. Ces données sont riches, fascinantes, et le fait de les partager peut peut avoir un impact énorme. Mais il faut le faire de façon éthique. Comme Victoria l'a évoqué précédemment, on fait face à certains défis lorsqu'on fait le partage de la recherche qualitative et je pourrais donner tout un séminaire sur l'éthique de la recherche qualitative et il existe une abondante littérature à ce sujet. Voilà, ce sont quelques-uns des points saillants que je voulais souligner. La recherche qualitative est particulièrement relationnelle. Cela s'applique à deux niveaux. Tout d'abord, elle est plus relationnelle que de nombreuses approches quantitatives, dans la mesure où le chercheur, simplement en recueillant des matériaux et des données, interagit directement avec un participant, noue souvent des relations personnelles avec lui et, par conséquent, l'échange d'informations est beaucoup plus relationnel. Mais l'analyse est également plus relationnelle, dans la mesure où les données sont souvent traitées à travers le prisme du chercheur. Les données sont interprétées, le chercheur devient une partie du récit en fonction des méthodes utilisées et à différents degrés, et il y a un élément d'interprétation explicite. Ensuite, il y a la positionnalité, la réflexivité qui joue un rôle important également. Et je sais que ça peut être plus complexe. Beaucoup de recherche qualitative est positiviste, c'est-à-dire qu'on essaie d'établir des faits. Bon, les recherches qualitatives sont de nature sont interprétées. On essaie de comprendre la signification, on met l'accent sur les différentes possibilités de l'interprétation. Parfois,
avec des engagements normatifs, explicatifs. Bon, voilà le genre de choses. Donc, ça rend l'éthique du partage des données particulièrement complexe. Je ne pourrais pas régler tous ces problèmes aujourd'hui, mais oui, il existe des enjeux complexes. En m'écoutant, je voulais que vous soyez au courant de ces complexités. Le partage des données qualitatives est discuté et c'est controversé dans bien des disciplines. Il est important de rester conscient de toutes les couches qui existent dans ce discours. Mais sur le plan plus pragmatique, certaines étapes sont assez simples et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant et au cours de la prochaine heure. Quand on pense au partage des données qualitatives, d'abord, on veut songer à ce qu'on veut recueillir et ce qu'on ne devrait pas recueillir, de quelle façon on va recueillir ces données, quelle est la bonne façon de le faire, est-ce qu'on enregistre, on n'enregistre pas, les modes de consentement et ainsi de suite. Vous voulez le consentement explicite pour le partage des données, on va en parler tout à l'heure. Quand on fait nos recherches sur le terrain, mais de façon générale également, on veut bien gérer nos données de façon sécuritaire. Et par là, je veux dire qu'il y a deux volets. On ne veut pas perdre les données parce que ça serait une perte de votre temps et du travail de vos participants, mais vous voulez aussi protéger les données contre tout accès non autorisé. Dans la plupart des cas qu'on va aborder aujourd'hui, ce serait des cas où vous aurez promis la dépersonnalisation. Donc, en effet, il faut dépersonnaliser les données telles que promis. Dans bien des cas, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, vous voudrez toujours limiter l'accès aux données pour plusieurs raisons. Et je vais brièvement vous parler des considérations supplémentaires qui méritent votre attention si vous menez des recherches sur des groupes particuliers. Par exemple, des groupes de personnes vulnérables comme des enfants ou des prisonniers. Et c'est un sujet d'actualité au Canada. Ce sont des discussions avec les personnes autochtones. Alors, d'abord, on n'est pas toujours obligé de recueillir certaines données ou certains renseignements. Bon, les groupes de discussion, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, surtout dans la recherche médicale. Et souvent, il s'agit des événements ponctuels. Typiquement, on ne s'attend pas à recontacter des gens dans les groupes de discussion au-delà de leur identité. Par exemple, si c'était un patient ou un soignant, leur identification n'est pas pertinente parce que la personne ne sera pas représentée plus que ça. Donc, on n'est pas obligé de recueillir certains renseignements et ça rend les choses beaucoup plus faciles pour vous plus tard. Ça veut dire que les données sont plus faciles à protéger et à sécuriser. Si jamais il y a des questions juridiques, par exemple des demandes d'assignation, le nom de famille de quelqu'un, bon, vous serez protégé. Évidemment, ce n'est pas toujours possible. Souvent, on sollicite les gens qui veulent nous parler avec leurs renseignements ou on veut mener des entrevues ou en tout cas garder la possibilité de mener plusieurs entrevues. Et dans ces cas-là, on veut bien garder ces renseignements. Et bon, on va en parler davantage bientôt. Si vous optez pour cette option, c'est-à-dire de faire attention à ce que vous recueillez, eh bien, vous avez des feuilles, des formulaires précis
Ce n'est pas toujours le choix désigné. Bon, moi, je connais le système aux États-Unis, donc il s'agit des IRB aux États-Unis, donc les comités d'examen institutionnels, et les REB, les comités d'éthique de recherche. Les deux permettent le consentement oral lorsque c'est approprié sur le plan culturel et selon le sujet, mais vous devez documenter de quelle façon vous allez procéder. Il existe des bonnes façons de noter les consentements accordés. Donc, on recommande aux gens de commencer l'enregistrement après le consentement en citant une déclaration. Par exemple, nous avons discuté du consentement, vous avez accepté de participer à l'étude et la personne dit oui de la tête ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que le consentement est donné sans devoir passer par une procédure au complet pour le consentement. Donc, ça fera partie de votre enregistrement. Si vous recueillez des informations ou des renseignements identificatoires, mais c'est une procédure de base et c'est exigé par votre comité d'éthique de recherche ou par le comité d'examen institutionnel, vous voulez entreposer ces données de façon très sécuritaire, idéalement dans un fichier à part qui est chiffré. Donc, vous pourrez réidentifier la transcription si nécessaire. En général, je dis aux gens de chiffrer un fichier individuellement, par exemple dans un chiffrier Excel, et ensuite l'entreposer ailleurs. Surtout lorsque vous faites des recherches sur le terrain, et j'ai déjà fait des recherches sur ce sujet, les chercheurs inventent en cours de route parce qu'on ne reçoit pas une bonne formation sur le sujet. Essayez de planifier le plus possible pour la sécurité. C'est-à-dire, on veut prévenir l'accès aux données par d'autres et il faut savoir si vous êtes en mesure de trouver un plan B pour protéger vos données si vous n'avez pas accès à Internet. Donc, pensez-y, parlez-en aux gens dans votre institution et d'autres, parlez aux journalistes, à d'autres personnes sur le terrain parce que vous voulez que ces données soient en sécurité. Et revenons à notre sujet du partage éthique. Si vous ne protégez pas vos données sur le terrain, elles sont perdues, vous ne pouvez plus les partager, mais en plus, si les données tombent entre les mains d'un mauvais acteur, eh bien là, vous aurez beaucoup plus de problèmes. Le consentement éclairé fait partie maintenant de toutes les activités de recherche. Bon, quel est son statut au sein de la recherche qualitative? Surtout si vous faites des recherches intégrées, il existe des débats à savoir si c'est d'une nature trop transactionnelle pour le travail qualitatif. Mais c'est le cadre législatif dans lequel on travaille. Eh bien, il faut demander de façon explicite le consentement éclairé pour le partage des données. Et selon la population étudiée, cette demande prendra des formes différentes. Moi, je travaille avec des chercheurs, donc je peux utiliser un langage assez technique. Je vais dire, je vais partager les transcriptions dépersonnalisées grâce à un entrepôt de données et et mes participants comprennent très bien. Mais dans bien d'autres cas, ça serait inutile pour un formulaire de consentement éclairé parce que les gens ne savent pas ce que c'est un entrepôt de données. Dépersonnalisation n'est peut-être pas un mot qu'ils comprennent. Alors, pensez au bon langage à utiliser. Les participants devront comprendre ce que vous voulez dire. Idéalement, si possible, essayez de le mettre à l'essai. Si vous faites un projet pilote, par exemple, ça serait un bon moment de parler de vos possibilités de langage ou de libellé.
Beaucoup de chercheurs qualitatifs présument un certain point de vue pour le partage des données par les participants. Et une chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est ne faites pas ça. En moyenne, bon, nous avons un nombre d'études limité et les participants semblent être plus intéressés ou plus prêts à accepter le partage des données, même plus près que les chercheurs avaient présumé. Ceci dit, il ne faut pas présumer que tous les participants sont prêts à accepter le partage des données parce qu'il peut y avoir des sous-ensembles qui ont eu des expériences négatives par le passé avec des chercheurs ou euh, des expériences négatives ailleurs par le passé. Et donc, ils ne sont pas ouverts au partage des données. Donc, voilà pourquoi il est important de poser la question. Au QDR, en fait, ce qu'on préconise souvent, c'est le consentement positif ou le consentement avec acceptation. Donc, d'abord, on propose l'étude aux participants et de façon séparée, on leur demande est-ce qu'on peut partager les données. L'avantage est le suivant. En fait, il y a deux aspects de l'avantage. D'abord, on ne perd pas les gens qui ne voulaient pas partager les données parce que de cette façon, on ne les oblige pas à participer, mais en fait, ils arrivent à participer quand même. Et sur le plan éthique, les gens ont plus de liberté, plus d'autonomie autour de leurs données personnelles. Je crois que le GDPR l'exige. Bon, personne ne sait vraiment ce que le GDPR exige de la recherche. Il s'agit du Règlement général relatif à la protection des données de l'UE. Mais c'est une façon de gérer et d'avoir le choix décisionnel sur ce qui se passe avec leurs données. Donc, je ne pourrais pas aborder tout le sujet complexe des données qui touchent les peuples autochtones, mais j'aimerais signaler que le consentement peut devenir plus complexe lorsqu'on travaille avec des groupes de personnes autochtones. Il y a le consentement individuel, mais les gens souvent doivent aussi donner le consentement pour la communauté, pour les aînés, pour leurs conseils ou pour d'autres organisations dans leur communauté. Donc, ça dépend énormément du contexte. Il faut savoir quel groupe est abordé, quelles sont leurs lois également, parce que ils vont avoir des lois spéciales qui touchent ce domaine de recherche et il faut garder à l'esprit leur façon de faire traditionnelle. C'est seulement la personne qui... En fait, ce n'est pas forcément seulement avec la personne qu'on interagit, de cette personne qu'on doit obtenir le consentement. Alors, voici des exemples. Vous avez ici une étude. Alors, aux États-Unis, du Guggenheim Institute qui mène des recherches sur la santé reproductive et l'avortement. Alors, cette étude a été faite et des entrevues cognitives ont été faites au sujet de ces avortements. Alors, on parle donc des données qualitatives de l'étude. Alors, les participants au Wisconsin et au New Jersey, 50% avaient subi un avortement et 50% n'en avaient pas subi. Alors, on parlait évidemment du consentement avec acceptation. Alors, évidemment, c'était pour demander si les transcriptions de l'entrevue pouvaient être partagées avec des chercheurs de l'organisation dans l'avenir. Et deuxièmement, on disait qu'on était pour modifier tout renseignement ou supprimer l'information qui pourrait être à terme d'identification. Et donc, ceci était évidemment facultatif comme consentement. Par la suite, donc, les participants avaient ce consentement facultatif, oui ou non. Alors, je vous ai parlé de cette étude. Et si vous n'avez pas vu cette étude ou si vous ne connaissez pas cette étude, pouvez-vous me dire quel pourcentage des participants ont accepté de partager?
information. C'est très bien. Alors, on voit ici 50, 40%. Alors, certains ont écrit 30, d'autres 70%, 80%. Merci beaucoup. Alors, les gens sont très optimistes et je pense que c'est exact. Alors, 92% des personnes interrogées ont accepté le partage de données. Encore une fois, nous n'avons pas énormément d'informations à ce sujet, mais il y a d'autres études qui ont été menées par, entre autres, Susan Campbell et son équipe qui demandaient à un groupe encore plus vulnérable ces questions des survivants de traumatismes sexuels et ont obtenu des consentements, donc par acceptation, plus élevés. Donc, ceci semble fonctionner du moins dans le contexte occidental et américain. On ne peut pas dire que cela est vrai pour tout contexte. Une autre chose que j'aimerais mentionner, en plus du fait qu'ils travaillent très fort afin d'établir le libellé de ce consentement pour que les gens sachent exactement ce que cela signifiait. Certains n'étaient pas tout à fait certain de comprendre ce que signifiait le partage de données, mais vous allez pouvoir trouver un peu plus d'informations sur cela, car on vous a envoyé le lien dans le chat. Alors, je pense qu'il faut s'assurer que les gens sont bien informés du consentement. Si vous avez des questions précises quant aux données visuelles, n'hésitez pas à utiliser l'option de questions-réponses. Parfait. Alors, évidemment, ceci est un atelier sur l'anonymisation. Vous avez peut-être remarqué que j'ai évité de parler de l'anonymisation, un peu comme fuir la peste. Il y a deux raisons pour cela. Premièrement, l'anonymisation dans certains contextes signifie, par exemple, si vous regardez dans le RGPD, c'est un processus spécifique que très souvent nous ne pouvons pas réaliser avec des données qualitatives. La deuxième chose, c'est que l'anonymisation évoque l'idée que nous pouvons garantir aux personnes que les données sont anonymes. Il n'y a pas de méthode mathématique de le faire pour les données qualitatives. Donc, la plupart des personnes qui travaillent avec des données qualitatives préfèrent utiliser la dépersonnalisation. La dépersonnalisation pour les données qualitatives ou la recherche qualitative est un art aussi bien qu'une science. Alors, je vous montre ces deux images pour vous donner l'exemple de la façon dont ceci est un équilibre entre deux extrêmes. Du côté gauche, vous avez un extrait. Ceci provient d'une des causes, en fait, pas contre Trump, mais contre Michael Cohen, son ancien avocat. C'était le 16 juin 2015. Alors, l'individu numéro un, donc, a lancé une campagne qui a réussi pour le président des États-Unis. Alors, on voit ici que cet individu n'est pas bien dépersonnalisé. De l'autre côté, vous avez quelque chose que vous allez obtenir. Quand il y a des demandes de d'informations. Alors, vous voyez ici que tout est caviardé. Évidemment, ceci est une dépersonnalisation très utile, mais c'est aussi très futile. Alors, voilà les deux extrêmes. Alors, parlons des éléments de base. Nous parlons souvent des identificateurs directs ou indirects. Alors, évidemment, c'est
Ces identificateurs directs sont, par exemple, le numéro de téléphone, nom, nom de famille, etc. Donc, évidemment, cette information doit être supprimée afin d'être remplacée par des pseudonymes. Alors, très souvent, nous n'avons pas besoin de ces renseignements. Nous recommandons de ne pas caviarder les renseignements car la longueur de quelque chose peut aider à la réidentification. Alors, plutôt remplacer les données par des remplacements tels que personne interviewée numéro un, numéro 2. Juste un élément. Alors, quelqu'un dit que les gens n'ont pas tous accès aux questions-réponses. Je ne sais pas si l'organisateur peut nous aider pour cela. Alors, les identificateurs indirects, si je connais par exemple de l'information au sujet de votre éducation, votre profession, je peux probablement vous identifier. Ce sont des identificateurs indirects. Alors, je peux rendre cette information moins précise. Alors, plutôt que de dire né en 1937, je pourrais inscrire né entre 1930 et 1940. Et les professions spécifiques peuvent être moins spécifiques, mais quand même demeurer un renseignement utile et utilisable. Par exemple, donc 1932, 1937, évidemment, ne correspond pas à la même chose. Par exemple, si je pense à mes parents qui sont nés en 1938, ils avaient 6 ans lorsque la guerre a pris fin en Europe. Une personne qui est née, n'a pas fait partie, évidemment, en 2032 ont peut-être vécu le système en Allemagne. Alors, on perd toujours un peu d'informations, mais vous pouvez quand même partager les données et maintenir certaines de cette richesse. Alors, les identificateurs indirects vont interagir les uns avec les autres. Alors, évidemment, si vous éliminez un élément d'information, il y aura une incidence sur l'identification d'un autre élément. Si vous ne donnez pas la ville où une personne est née, ou si vous ne donnez pas de date ou de profession, cela peut avoir une influence. Et c'est la même chose pour un groupe de personnes. Alors, vous devez avoir un nombre de personnes suffisamment important pour lesquelles cette transcription fonctionnerait. La dépersonnalisation s'implique aussi ou interagit avec ceux qui ont accès aux données. Alors, ceci survient plusieurs fois. Si dans certaines populations, enfin, si je connais bien une population et si vous faites des recherches dans une petite communauté, alors même si vous supprimez toute information pouvant être identifiée, les voisins pourraient identifier certaines personnes en contrôlant l'accès aux données, en filtrant donc l'accès de certaines personnes. Peut-être que vous devez être un chercheur pour y avoir accès. Et si l'information demeure identifiable au-delà de votre IRB ou votre comité d'éthique de recherche, vous pouvez aider à la dépersonnalisation en limitant l'accès à ces données. Alors, avant de passer à la dépersonnalisation nous-mêmes, je vais répondre aux questions qui sont qui ont déjà été envoyées. Alors, ça, c'est une excellente question.
Si une personne refuse de partager les données, mais participe à une étude de comment leur information, renseignement peut-elle être utilisée. Alors, évidemment, ce scénario, ce script de consentement positif, un libellé tel que vos données ne seront utilisées que dans l'agrégation des données, ou vous pouvez aussi utiliser des extraits très brefs. Vous pouvez certainement utiliser les réponses des personnes afin d'informer certaines de vos analyses, mais vous ne pouvez pas partager toute la transcription dépersonnalisée. Une raison pour laquelle je vous dirais de ne pas passer évidemment à ce consentement positif, car vous allez devoir retirer certaines lignes des ensembles de données partagés, mais vous pouvez utiliser ces lignes lors de vos analyses pour vos articles, mais cela signifie que vos articles ne peuvent pas être reproduisibles. Alors, je vous dirais de ne pas nécessairement le faire dans toutes les situations. Enfin, j'espère que cela vous donne quand même une idée de la façon dont vous pouvez le faire. Vous pouvez les utiliser dans toutes vos analyses, des citations très brèves, mais les transcriptions complètes ne peuvent pas être utilisées ou toute autre donnée riche. Maintenant, une autre question. Alors, encore une fois, le script sur ce script de consentement positif. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'informations quant à ce que la dépersonnalisation signifierait quand on parle de changement ou de suppression? Ça peut être un peu vague. En général, je ferai attention de ne pas donner trop d'informations dans ces scripts de consentement positif. Évidemment, plus l'on donne d'informations, plus ils sont informés, mais ce n'est pas nécessairement la façon dont ça fonctionne dans la réalité. Lorsque nous faisons des scripts de consentement positif qui sont trop longs, très souvent, elles informent moins bien parce que si vous avez 3 pages ou 4 pages de texte, personne ne les lira ces formulaires. Alors, vous voulez obtenir, en fait, soumettre l'information pertinente. Ce que vous pouvez faire, par exemple, Susan Campbell, que j'ai déjà mentionné, ce qu'elle a fait auprès de ses participants, c'est d'offrir aux participants la possibilité de réviser ces transcriptions et de supprimer toute information qu'ils souhaitaient éliminer. Alors, vous pouvez faire cette offre, dire si vous voulez examiner la dépersonnalisation, regarder la transcription pour voir s'il y a des éléments qui vous préoccupent. Et donc, vous pouvez donc procéder de cette façon. Parfait. Autre question? Alors, pour certaines des questions, on y reviendra un peu plus tard. Alors, Serge demande, est-ce que les sujets sont rémunérés? Alors, ça, c'est ce qui est bien pour le consentement positif. Il y avait compensation, mais ce script n'a eu aucune incidence sur l'acceptation. Vous n'obligez pas les gens. Par exemple, si vous voulez faire partie de l'étude, vous devez partager votre information. Non, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de pression indue. Et les raisons pour lesquelles les gens donnent le consentement, c'est qu'ils font confiance que les chercheurs seront prudents avec les renseignements. Ils sont tout à fait prêts à aider d'autres chercheurs, d'autres scientifiques. Et c'est souvent la raison de leur participation à ces études. Autre question, un suivi, une question quant à qu'est-ce que nous pouvons faire lorsque certaines personnes donc
n'acceptent pas le consentement. Alors, certains vont refuser de fournir leurs données. Ben, alors, vous allez fournir l'information des gens qui ont donné le consentement. Alors, comment pouvez-vous donc stocker cette information dans les entrepôts et quelle sera l'incidence sur vos recherches? Alors, premièrement, vous devez rapporter cela dans l'entrepôt de données. Alors, l'une des choses que nous disons aux gens dans QDR, c'est que la description des données doit inclure ce que vous avez partagé, mais aussi ce que vous ne partagez pas. Dans certains cas, il y a tout un groupe d'informations que vous ne pouvez pas partager dû à des raisons éthiques. Et dans ces cas-là, vous avez donc euh, l'information disant que certains participants ont décidé de ne pas consentir au partage d'informations. Et comme pour l'étude que j'ai citée, il n'y avait pas de différence entre les personnes qui avaient accepté ou refusé. Je crois qu'il y avait 6 personnes qui avaient refusé et 3 avaient subi un avortement. Donc, ce n'était pas quelque chose qui ressortait et qui déterminait ceux qui refusaient le consentement de partager l'information. Alors, comparativement à ce que l'on peut utiliser pour l'étude. Alors, cela n'avait pas vraiment d'incidence. Pour ce qui est de la reproductibilité, la plupart des méthodes euh, ne sont pas reproduisibles nécessairement. Et si vos résultats thématiques sont liés aux participants qui n'ont pas partagé leur information ou consenti au partage, vous devez la rapporter. Mais cela sera compris par les autres chercheurs de recherche qualitative. Alors, vous faites de votre mieux. Et je soupçonnerais que dans la plupart des cas, ce n'est pas la façon dont les choses se déroulent. La plupart du temps, les gens qui vont accepter ou refuser le consentement n'aura pas d'incidence. Vous aurez les mêmes sujets et thèmes provenant des données partagées. Mais peut-être qu'il faudra donc développer des méthodes plus sophistiquées si cela a un impact sur les données qualitatives. Pour les données quantitatives, c'est différent. Mais si vous pouvez éviter, ne faisait pas évidemment de ces consentements positifs pour certaines de ces études. Alors, une autre question? Alors, un commentaire a été affiché disant que les consentements que vous donnez, le commentaire et lorsque le chercheur est arrivé à l'entrepôt de données, alors ça peut être l'information peut être restreinte, la recherche. Est-ce que vous pouvez faire un suivi auprès de participants? Alors, même si les formulaires de consentement donnent le droit de partager l'information, les chercheurs doivent savoir, évidemment, comment l'information sera partagée. Le consentement vous donne l'habilité de partager l'information, les renseignements. Cela ne signifie pas que vous devez faire tout ce qui est lié au partage. Par exemple, suite à des entrevues, le chercheur a décidé de ne pas partager la transcription de personnes qu'il croyait ne pas avoir tout à fait compris. Donc, le concernant un partage parfois, les gens comprennent qu'ils peuvent partager l'information de façon éthique, mais pas nécessairement, ou plutôt pas nécessairement de façon éthique. Par exemple, vous pouvez empêcher les journalistes d'utiliser les données en mettant certaines restrictions.
Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Alice Kaufman. On parle de l'ethnographie de jeunes noirs à Philadelphie. Elle a tenté de détruire toutes ces données, mais néanmoins, à partir de ce qui était dans son livre, un journaliste a pu identifier certains participants à son équipe. Je crois que ça n'a pas eu d'incidence négative auprès des participants, mais je crois que cela démontre quand même les euh, préoccupations liées aux méthodes journalistiques qui pourraient mener à une réidentification que vous n'aviez pas prévue. Alors, ça n'a pas besoin nécessairement d'être des données ouvertes, même si les données sont dans un entrepôt de données. Alors, il y a deux questions. Et ensuite, on verra si on... Alors, CO1, est-ce que QDR a des outils de dépersonnalisation de données au sein de leur système? Non. Alors, jeudi, nous vous présenterons des outils qui ne sont pas présentement publics, mais qui le seront éventuellement, nous l'espérons. Et même avec ces outils, il y a donc évidemment beaucoup de travail manuel qui est nécessaire. Ensuite, Barry Demret nous demande, est-ce approprié de mettre des transcriptions des personnalités dans les entrepôts de données ou seulement des extraits devraient être déposés? En fait, cela dépend. Cela dépend de ce que vous voulez faire. Et cela dépend aussi des exigences. De façon générale, des transcriptions complètes sont plus riches et euh, c'est tout ce qui pourrait être en fait réutilisé. Ils sont aussi cependant plus faciles à réidentifier. Ils n'ont pas peut-être pas été couverts par le consentement. Donc, il y a plusieurs études, tout particulièrement des ensembles de données où les gens sont allés, en fait, tout le chiffrement avec certaines illustrations qui démontraient le chiffrement. Alors, c'est une étape euh, importante pour permettre à vos analyses d'être compréhensibles, sinon reproduisibles, du moins vérifiables et valables. Alors, ce n'est pas une réponse de oui ou de non, mais s'il est possible de partager la transcription complète et qu'il est éthiquement acceptable de le faire, ce serait la façon de faire. Mais peut-être que ce n'est pas possible et à ce moment-là, des extraits peuvent être jumelés à de l'encodage qualitatif. Alors, je vois qu'il y a énormément de questions. Alors, on tentera d'y revenir un peu plus tard. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez aussi donc inscrire des choses dans cette option de questions-réponses. Alors, pour revenir à la dépersonnalisation, des choses qu'il faut donc examiner, différentes disciplines ont différentes méthodes de dépersonnalisation dans l'ethnographie, par exemple. Vous allez souvent voir des pseudonymes, des noms différents utilisés. Dans certains cas, il peut être acceptable d'utiliser des personnes composites. Alors, vous allez donc déclarer une personne étant un individu, mais vous allez utiliser du matériel de deux personnes et parfois, vous allez faire des changements, mais surtout en sociologie, il y a tout un débat quant au niveau approprié, pardon. Ça suggère évidemment le niveau factuel que vous n'avez plus dans les données. Alors, il est simplement important d'en tenir compte. Dans d'autres domaines, si vous faites de la recherche qualitative médicale lors d'entrevues,
Vous voulez, par exemple, ville 1 et la norme, et ça est tout à fait suffisant. Si vous faites la dépersonnalisation pour des groupes, d'avoir un registre est très utile. Évidemment, cela peut créer des questions de risque. Alors, vous devez vous assurer de sécuriser les renseignements, mais ceci est la seule façon d'aligner donc cette dépersonnalisation au sein d'un groupe afin de pouvoir faire différents couplages. Alors, ceci prend beaucoup de temps. Il est donc très sensé de se demander si on peut l'appliquer si vous transcrivez vous-même, faites la transcription vous-même ou lorsque vous faites le codage. Très souvent, nous allons faire un premier codage plus général. Alors, c'est peut-être un bon endroit de déceler les éléments qui ont besoin d'être dépersonnalisés. J'ai déjà parlé de la dépersonnalisation de personnes. 90% du temps, c'est ce que nous faisons, mais il est peut-être approprié de masquer certains lieux. euh, et si vous faites de la recherche archéologique, les sites archéologiques devraient être masqués pour prévenir le vol ou masquer des communautés si vous travaillez avec de petites communautés. Alors, vous voulez peut-être masquer l'identité de toute la communauté et non seulement des individus, des personnes. Alors, nous allons jeter un coup d'œil à un exemple. Alors, je vais mettre le lien dans le clavardage. Donnez-moi juste un petit instant pour le faire. Alors, voilà ici, où on peut d'ailleurs partager cet exemple avec le public, mais disons que ce n'était pas le cas et que nous voulons dépersonnaliser ceci. Vous allez voir, il y a des éléments intéressants et c'est pour cette raison que j'aime l'utiliser dans cet exercice. Il est maintenant 11 heures. Bon, j'allais dire 15 minutes, mais étant donné la quantité des questions, prenons plutôt 9 minutes. Donc, jusqu'à 11h10, passez le texte en revue et dites-moi ce que vous changeriez. Dites-moi ce que vous choisiriez de cavarder. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Bon, il est 11 heures, presque 11h10. Utilisons le clavardage pour notre discussion. Je vais essayer de lire le plus rapidement possible. D'abord, le premier paragraphe. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez caviardé? Qu'est-ce que vous avez décidé de ne pas changer? Et qu'est-ce que vous avez changé? Oui, voilà, le nom des parents, Manuel Kaufman et Helen Carroll. Deuxième et troisième phrase. Voilà, c'est ce segment-là. Le nom de la rue. Oui, une bonne idée. On pourrait changer le nom de la ville. Donc oui, on arrive à un cas où il est difficile. Parfois, il est un peu délicat. Est-ce qu'on enlève le nom de la ville complètement? Ou est-ce qu'on dit que c'est dans le nord-est?
On sait très bien qu'il s'agit d'une plus grande ville, donc on a un choix de 4 villes peut-être. Changer les années. Est-ce qu'on a une année qui est citée? C'est peut-être plus tard dans le texte. Oui. Alors, Michael suggère de garder le nom de la ville et de changer l'ethnicité. Changer seulement la référence à l'université. Vous voyez, c'est difficile et c'est pour ça que j'aime cet exercice, parce que les gens se demandent vraiment jusqu'à quel point il faut enlever des éléments du texte. Oui, très bien. Eric souligne que la dépersonnalisation dépend de la question de recherche également. Et c'est ça qui peut être délicat. Si on dépersonnalise pour la réutilisation, on ne connaît pas les questions des chercheurs lors de la réutilisation. Moi, je vous suggère de vous baser sur vos questions de recherche parce que c'est ce que vous connaissez le mieux, mais ce n'est pas l'idéal. Avec la vie privée différentielle, bon, des fois, il y a presque une question de budget de confidentialité pour qu'on puisse peaufiner en fonction de la réutilisation. Il existe des groupes, par exemple, un en Allemagne, qui a intégré ce concept dans leur dépersonnalisation, mais je ne crois pas qu'on soit près d'une telle solution, malheureusement. Jessica suggère de garder la religion. Kristen Christine a dit que ça dépend de la population de ce coin de la ville, combien de mariages ont eu lieu entre ces deux ethnicités, donc les connaissances contextuelles, y jouent un rôle. Et on ne fait pas de la dépersonnalisation pour d'autres parce que on doit connaître beaucoup sur nos données si on veut être efficace dans la dépersonnalisation. On peut aider les gens, mais il faut que les chercheurs le fassent eux-mêmes. Danica parle de la façon dont on peut élargir leur profession. Par exemple, ils travaillaient pour la fonction publique lorsqu'ils se sont mariés. On pourrait changer le nom de l'école. Par exemple, Amber dit qu'on pourrait simplement dire une école catholique pour filles. Jennifer dit qu'on peut enlever les mesures du papa. Par exemple, ça, bon, il y avait une question de sport et de sa grandeur, donc si on enlève les chiffres, peut-être que on va penser qu'il joue d'autres sports. Bon, des bons exemples d'identificateurs indirects. Enlever l'année de la photo. On pourrait dire que la photo est affichée au mur de l'institution. Bon, elles sont toutes des bonnes suggestions. Je vais vous présenter une possibilité. J'ai fait plusieurs de vos suggestions. Moi, j'ai gardé la ville et les origines ethniques. C'était un compromis, c'est-à-dire la ville est assez grande, il y avait assez de personnes euh, des deux origines ethniques et ça faisait, en fait, les deux origines ethniques sont très pertinentes à l'histoire. Quand je pense à ces recherches, ces éléments sont très importants. Donc, si on les enlève, il ne s'agit pas de n'importe quelles origines ethniques, parce que c'est deux origines ethniques qui transitionnaient vers la culture blanche. Donc, c'était trop intéressant pour qu'on l'enlève. Alors, je n'ai pas pu, je ne voulais pas l'enlever.
Bon, ça n'a servi à rien d'enlever l'Université de Pennsylvanie. J'ai décidé de garder Philadelphie. Mais sinon, j'ai intégré quelques-unes de vos suggestions, surtout dans le dernier paragraphe. Autre chose, vos décisions dépendent de vos préoccupations autour de la réidentification. Si vous ne voulez pas que ces données soient identifiées, mais si jamais ça se fait, bon, les conséquences ne seraient pas si graves, d'accord. Mais si l'idée de faire identifier les données m'empêche de dormir la nuit, eh bien là, il faut en faire plus. Alors, plusieurs éléments à analyser. Et c'est ça que j'aime avec cet exercice. On peut s'amuser un peu et ça nous montre tout ce qui se passe dans les données qualitatives. Les contrôles d'accès maintenant. Je crois que c'est l'Union européenne qui a réussi à trouver cette expression. On dit aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que possible, que nécessaire plutôt. Bon, c'est un entrepôt, mais on n'est pas obligé d'avoir toutes les données ouvertes. On peut avoir différents degrés d'accès. Par exemple, les permis large ouvert, on ne les accorde pas aux données sur les participants humains au QDR. Donc, on ne couvre pas l'utilisation commerciale ni la républication. Et ensuite, on a d'autres limites sur l'accès. Et ça, c'est une chose courante. Et vous allez le voir souvent auprès des entrepôts de données en Europe également. Dans d'autres cas, on peut avoir une licence ouverte. C'est ce qu'on fait pour toute notre documentation, par exemple. C'est une autre option. On peut envisager d'avoir des ensembles de données séparés. C'est très commun pour les ensembles de données si on n'a pas de code zip, par exemple, et pour l'usage public. Ensuite, on a des données à accès limité et c'est seulement possible de les accéder dans le contexte d'une enclave. Et là, on peut y trouver des données plus précises d'ordre géographique. Mais évidemment, on peut faire ça avec des données qualitatives aussi. On a beaucoup d'exemples. Et si les données sont d'une grande valeur, il y a un élément d'intérêt public ou les données qu'on veut retenir des yeux du public. Ça peut être pertinent. Alors, des embargos peuvent être utiles également. Typiquement, on le lit au droit de la première publication. Donc, ça va, on veut publier les données en premier, mais on aimerait aussi signaler que les données seront disponibles d'ici un an, mais on peut s'en servir également pour une protection supplémentaire. Et c'est surtout le cas avec les archives traditionnelles. Bien des gens qui donnent leurs documents à une archive physique, ils vont préciser que ça sera disponible autant d'années après leur décès, par exemple. Dans le cas des juges de la Cour suprême, ils font don de leurs papiers, de leurs documents, et ils disent qu'on peut publier leurs documents une fois que tous les autres juges qui étaient là en même temps qu'eux sont partis. Alors, ça prend un certain temps, évidemment. Mais il existe toutes sortes d'embargos qui peuvent être très efficaces pour protéger les gens. Si vous pensez au travail de Corey sur la prostitution, elle a dit, en fait, il n'y avait pas d'embargo, mais le fait que ça remontait à déjà il y a 10 ans, ça signifiait qu'il était beaucoup plus difficile à suivre les personnes ou à trouver les personnes mentionnées dans les données. Bon, si on dépersonnalise, on ne peut pas faire grand-chose avec les enregistrements. Donc déjà, le temps peut nous servir à cet égard. Surtout si on travaille avec des gens plus jeunes ou des gens dans une certaine administration où la réidentification pourrait être moins problématique une fois que l'administration n'est plus au pouvoir. Voilà, c'est le genre d'exemple.
dont dont je parle. Maintenant, l'accès par demande. Bon, les entrepôts suivent plusieurs étapes. Je vous parle surtout de ce que QDR fait, mais en général, ça s'applique aux entrepôts qui travaillent avec des données avec accès limité. Ce qu'on fait, en fait, 80% de nos données à accès contrôlé, on exige des choses de base. Par exemple, on fait une vérification sur l'identité, alors on valide leur identité. On leur demande de soumettre un plan de sécurité des données. Parfois, on leur demande de nous montrer leur formation pour la recherche sur les êtres humains. Si les données sont bien dépersonnalisées, des fois, on a encore des préoccupations, surtout lorsqu'il s'agit des gens qui pourraient avoir des connaissances locales. Dans certaines données qu'on détenait, il y avait des entrevues avec des grands noms de l'Argentine, mais si on connaît la politique locale très bien et on ne peut pas compter autant de personnes à Buenos Aires, et si on connaît la région très bien, on pourrait identifier les personnes en utilisant ces données. Alors, c'est un exemple. Si vous êtes un journaliste argentin et vous travaillez là, vous pourriez probablement avoir accès à ces données. Pour toutes les données à accès contrôlé, on exige la destruction de l'exemplaire des données accédé par la personne en question. Parfois, l'ICSPR le fait, on peut exiger des ententes d'utilisation des données. Donc, ce n'est pas seulement le chercheur qui fait une promesse, mais c'est aussi l'institution qui s'engage et qui signe la demande d'accès aux données. Alors déjà, c'est un engagement beaucoup plus important si jamais quelque chose n'est pas respecté. Et les avocats sont impliqués aussi, les avocats des deux côtés. Alors, en fait, c'est une mesure supplémentaire de sécurité, surtout lorsque les données demeurent identifiables dans une certaine mesure. Bon, des comités d'examen institutionnels supplémentaires sont peut-être nécessaires. On a un projet de journal intime, on a des photos, des vidéos de milliers de personnes pendant 2 ans et demi de la pandémie. Eh bien, des données sont identifiables et on a informé les participants. Ils savaient que ça allait être mis en ligne, mais il s'agit quand même des êtres humains, donc on exige des comités d'examen institutionnels, des IRB en anglais. Et dans certains cas, il est logique d'avoir les déposants autoriser l'accès. En général, on essaie d'éviter cette situation pour des raisons de justesse ou d'égalité, parce que, bon, c'est leurs données qui seront examinées, donc on ne veut pas qu'ils soient les personnes à autoriser l'accès. Mais en tant qu'institution, en tant que QDR ou tout entrepôt, on pourra on ne pourra pas forcément contacter un déposant 10 ou 20 années plus tard, mais la personne qui a déposé les données n'est peut-être pas en mesure de décider qui devrait avoir accès aux données. Dans certains cas, on utilise des enclaves, donc ce sont des installations verrouillées. Ça peut être physique ou virtuel. On le fait très peu actuellement. J'imagine on va en voir plus à l'avenir, mais je voulais simplement le signaler pour les données qualitatives. Si on utilise une enclave virtuelle, on peut quand même noter des noms, prendre des captures d'écran qui pourraient avoir la divulgation accidentelle. Si par exemple on télécharge des informations et ensuite le portable est volé, mais c'est impossible de télécharger de toute façon avec une enclave virtuelle.
Alors, ma dernière diapo, certains éléments que j'aimerais aborder. Si vous travaillez avec des groupes dont le statut est spécial, par exemple les prisonniers ou des enfants, et vous croyez que la capacité d'accorder son consentement est compromis ou compromise, eh bien, vous voulez peut-être porter attention aux autres groupes vulnérables également. Si vous avez un comité d'examen institutionnel ou un comité d'éthique de recherche qui est bon, ils peuvent vous aider, mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'ils sont plutôt bureaucratiques. Et alors, il faudrait trouver quelqu'un d'autre pour vous aider parce qu'il y a une exigence juridique du IRB, mais d'autres pourraient peut-être vous aider. Mais c'est un défi parce que si on fait par défaut, on décide par défaut de ne pas partager, bon, tout le monde va accepter, mais ce n'est peut-être pas dans le meilleur intérêt de vos participants. Par exemple, si vous avez des données qui touchent des prisonniers ou des enfants, en fait, ces groupes-là seraient peut-être intéressés à se faire entendre. Alors, ce sont des situations compliquées. Il y a la question du cadre juridique et il faudrait bien réfléchir à votre décision. Je ne peux pas vous donner de règles générales. Si jamais vous avez un doute, ne publiez pas les données, mais ne décidez pas par défaut de ne pas publier. Et puisque le Canada est un pays où on a beaucoup réfléchi aux recherches avec les peuples autochtones et avec les Premières Nations, je voulais le signaler dans ma diapo. On a des exigences juridiques précises, ça dépend de votre emplacement au Canada. Les institutions ont leur propre protocole bien réfléchi pour les groupes autochtones. Aux États-Unis, certains groupes autochtones ont leur propre IRB, Comité d'examen institutionnel. Il faut passer par eux si on veut faire des recherches sur ces populations. Et souvent, on a besoin d'un consentement de la communauté, de la collectivité, parce que certaines connaissances sont en fait considérées comme étant quelque chose qui appartient à la collectivité au complet. Donc, ce sont des renseignements qui sont pertinents sur le plan culturel, mais ça ne donne pas le droit à n'importe qui de partager ses connaissances. On a aussi les principes canadiens de OCAP. Sur le plan international, on a les principes CARE, donc bénéfice collectif, autorité à contrôler, responsabilité et éthique. Et l'idée de créer un cadre qui corresponde aux principes FAIR, ce dont vous avez sûrement entendu parler, et ça, c'est quelque chose qui s'applique aux données. Personnellement, j'aime bien penser à la souveraineté des données comme étant le principe général. Au départ, je crois que la souveraineté des données provient de la Nouvelle-Zélande, mais cette notion a été adoptée de façon générale par des groupes autochtones. Si vous pensez aux données et au fait que les personnes autochtones ont l'autorité sur leurs données, eh bien, c'est comme ça que vous allez travailler avec eux et avec l'entrepôt. Ça peut vous guider dans votre travail et c'est très utile. Ça va vous aider lorsque vous élaborez votre approche. Ensuite, il y a les règlements juridiques. Mais ce qui est le plus important, c'est le dialogue. Vous ne devriez pas mener des recherches sur les questions autochtones si vous ne travaillez pas de près avec des personnes autochtones pour concevoir la recherche qui est dans l'intérêt de la collectivité dans un premier temps. Parfait. Alors, sur ce, vous avez l'information, les coordonnées, les contacts. Ça fera plaisir que vous me soumettiez des questions.
D'ailleurs, voyons voir s'il y a d'autres questions. Parfait. Alors, quand on parle de partage de données, est-ce éthique de donner la décision de partage entre les mains du chercheur? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Alors, il y a des situations où vous allez souhaiter le faire, mais en tant qu'entrepôt, habituellement, on ne l'encourage pas. Alors, il n'y a que quelques cas où les chercheurs veulent évidemment demeurer donc partie prenante de l'accès aux données. Pourriez-vous ajouter euh, d'autres méthodes pour la dépersonnalisation de données et quelle sera l'incidence sur l'authenticité des données? Alors, je pense que c'est Danica qui a affiché quelque chose à ce sujet dans le clavardage. Elle nous a soumis différents exemples, par exemple, les images miroirs de données. Dans certains cas, vous allez devoir accepter que certaines données ne pourront pas être efficacement dépersonnalisées. Et vous allez devoir décider, est-ce que ces données ne seront pas partagées ou seront partagées, mais avec restriction, par exemple, pour un des projets, un projet qui a été fondé dans le DQR par des psychologues en développement. Ils se spécialisent en données vidéo. Alors, ils ont d'incroyables beaux vidéos de recherche avec auprès des enfants pour lesquels le consentement des parents a été obtenu. Et tout cela par les comités d'examen institutionnels, donc des ententes qui vous donnent accès à ces données si le comité d'examen institutionnel vous en donne l'autorisation. Alors, pour avoir accès aux données, en fait, ce qui est possible aussi, c'est peut-être préférable de procéder par la méthode que je viens de vous mentionner, plutôt évidemment de procéder à une autre méthode. Alors, lorsque vous pouvez partager des données visuelles, vous devez le faire avec des mesures de contrôle appropriées et essayer d'éviter de dépersonnaliser. Alors, je suis certaine qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être en désaccord, mais voici mon opinion. Alors, il y a la question de Donna ici qui parle des exigences canadiennes pour le consentement positif ou par acceptation. Alors, je ne vais pas vous parler des règles canadiennes quant à la vie privée, mais surtout l'autorité de contrôler ses propres données, les enjeux de consentement rendent l'archivage de données tout un défi. Voilà pour ça. Ça, c'était la question de Donna. Alors, comment travaillez-vous avec les chercheurs qui veulent rendre leurs données accessibles parce qu'ils euh, passaient à la retraite? Vous savez, les entrepôts de données, par exemple, un QDR, nous avons des normes assez strictes quant à l'approche de différentes données sans consentement. Si le consentement était très clair, que les données ne devaient pas être partagées ou que les données donc doivent être détruites, eh bien, évidemment, nous n'accepterons pas. Mais c'est la bonne chose à faire. Alors, même si les données sont dépersonnalisées, il y a d'autres cas où les données, donc, euh, cela est muet quand
au consentement. Alors, nous allons parler avec le déposant, alors pour voir ce que nous pouvons faire sans le consentement clair. Alors, il y a des zones grises où nous devons faire de notre mieux avec le déposant de prendre une décision éthique, étant donné la nature du processus. Il faut évidemment aller vers le dénominateur éthique le plus élevé. Alors, ceci étant dit, je pense que évidemment, des données donc sont toujours très importantes. Alors, nous voulons aider les chercheurs à penser à cela rapidement, ou tôt dans le processus. Alors, évidemment, si quelqu'un part à la retraite maintenant et qui n'ont pas demandé le consentement de partage de données il y a 25 ans, eh bien, c'est un enjeu. Mais les choses s'améliorent aujourd'hui. Mais ce sont évidemment des choses que nous devons traditionnelles. Et certaines données traditionnelles ne sont que des scans euh, que l'on veut archiver et il n'y a pas de problème à ce moment-là à les partager. Alors, il y a des cas qui sont plus simples que d'autres. Mais évidemment, il y a des cas plus difficiles, mais ça ne devrait pas vous empêcher d'archiver certaines données. Y a-t-il des considérations pour les capacités de l'IA de dépersonnaliser l'information ou les renseignements? En fait, la IA a besoin de données de formation. Cela est intéressant pour certains d'entre vous, mais on ne pourrait pas partager ces entrevues comme étant dépersonnalisées car la IA pourrait déterminer ou identifier les personnes. D'ailleurs, une étude de cas bien connue de modélisation ou d'apprentissage automatique était l'identification de l'auteur d'un document non identifié, de fédéralisme. Enfin, tout cela pour dire que si vous faites de l'apprentissage machine, même avec des données préliminaires, ils peuvent aller de l'avant. Mais pour les personnes, disons, ordinaires, nous n'avons pas de base de comparaison. Alors, je pense que c'est la prochaine question d'ailleurs. Mais je crois que pour bien des choses qui sont relatives à l'intelligence artificielle, nous allons probablement devoir établir des normes de réutilisation plus claires et nous arriverons probablement à un stade où nous dirons que nous devons peut-être mettre les données toutes les données qualitatives derrière des mesures de contrôle pour que qu'elles ne se retrouvent pas donc utilisées par les IA. Mais je ne pense pas que nous y sommes arrivés pour le moment. Je ne vois pas évidemment la possibilité des LLM pour euh, faire une réidentification des données. Alors ici, Jessica nous pose une question. Pouvez-vous préciser une chose avec sur cette diapo d'accès contrôle, on disait que ça s'appliquerait à la documentation. Ben, dans notre cas, on nous donne le conseil d'attribuer des licences pour toute donnée et on ne peut pas utiliser les licences ouvertes dans certains cas. Pour les licences qui restreignent l'accès des données, donc que conseillez-vous? Alors, la recommandation que je vous ferai ici, c'est d'avoir le moins grand nombre de licences possible. En fait, nous avons deux licences donc pour QDR, entre autres un accès standard, c'est-à-dire enregistrement éducationnel et pour utilisation pédagogique, pas de redistribution de licence.
Et la deuxième, la licence d'accès contrôlé avec des modalités générales où on va spécifier les différentes modalités et conditions, etc. Alors, voilà ce que je vous recommanderais. Mais évidemment, vous avez besoin d'une licence. Alors, le conseil serait, oui, d'avoir une licence pour toutes données, mais pas de licence ouverte pour toutes les données. Alors, nos licences sont approuvées par les conseils universitaires. Et si vous voulez avoir une licence personnalisée, c'est la seule façon euh, d'aller de l'avant. Moi, je ne suis pas avocat, cependant. Sadia demande, avons-vous eu des exemples de chercheurs qui ont travaillé avec des personnes interviewées individuellement, euh, avec qui ils ont négocié la dépersonnalisation? Alors, si quelqu'un a vu les travaux sur la science ouverte et la recherche traumatique, vous pouvez peut-être l'inscrire dans le clavardage. Alors, ils ont travaillé avec des participants afin de comprendre les préoccupations, établir un protocole de dépersonnalisation et ensuite, pour la vérification des membres en tant que chercheur qualitatif, je ne sais pas si on devrait utiliser cette procédure, mais la vérification des membres pour la dépersonnalisation, si les gens ils sont intéressés, peut fonctionner. Alors, j'ai déjà vu cela se faire. D'ailleurs, j'ai mon propre projet de recherche où nous avons mené des entrevues détaillées et certains de ces chercheurs voulaient donc réexaminer les transcriptions dépersonnalisées. Alors, les gens participent aux recherches parce qu'ils veulent vous aider. Vous savez, ce ne sont pas des entrevues journalistiques où vous avez peur que les politiciens éliminent ou suppriment les portions d'un texte qui pourrait les faire mal paraître. Alors, ce n'est pas la façon dont je perçois la recherche qualitative. Alors, si les gens ont dit quelque chose, et qu'ils préfèrent que ce ne paraisse pas, alors, mon point de vue, en tant que chercheur, c'est que vous devriez leur permettre d'éliminer ces données. Alors, encore une fois, la littérature sur cette vérification des membres dit que la plupart des participants ne s'en soucieront pas ou ils vont vous faire confiance. Donc, vous pouvez l'intégrer, mais pour ce qu'il fait, c'est peut-être une bonne façon donc de procéder. Maintenant, il y a plusieurs questions quant au modèle des risques associés à l'IA. Et ce risque par rapport aux efforts de dépersonnalisation. Alors, on parle évidemment des approches de version IA-ML qui pourraient être construites à partir de données qualitatives et qui pourraient être utilisées en ingénierie inverse pour la formation de données. Évidemment, il y a les données publiques. Il y a certains qui vont partager leurs données de formation, entre autres, sous le modèle LLM que vous pouvez utiliser localement. Vous pouvez en obtenir les données de formation. Alors ça, c'est une chose. Il y a un cas connu des Duke Researchers qui ont donc publié certaines données où ils avaient mis des caméras sur un campus et qui disaient que vous donnez votre consentement en passant par ici. Alors, ils ont publié l'ensemble de données complet. Alors, plusieurs personnes, entre autres le gouvernement chinois, donc, qui aiment utiliser la reconnaissance faciale. Donc, ce n'était peut-être pas
Une bonne idée. Il y a toujours des questions d'éthique quand on parle de ces importants ensembles de données. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais je pense que la science informatique est souvent, bon, en fait, on voit que les scientifiques sociaux se sont beaucoup plus penchés sur les questions éthiques maintenant. Et je pense que tout cela peut nous rattraper, surtout quand on regarde ce qui se passe du côté de la IA. Mais beaucoup se fait aussi dans le secteur privé où on a peut-être une utilisation différente. Alors, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Y avait-il autre chose peut-être dans le clavardage? Et d'ailleurs, merci beaucoup de tous ces commentaires. Ça a été vraiment très agréable de recevoir ces questions, ces commentaires. Et je crois que ceci m'amène à la fin de ma présentation. Je crois que j'ai déjà mentionné, évidemment, qu'il y a l'atelier de l'ICPSR jeudi, mais vous allez peut-être me corriger pour me dire que c'est demain. En fait, le prochain atelier a lieu demain. Parfait. Alors, je vais cesser le partage de mon écran. Et ici, vous avez mes coordonnées. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi et merci pour toutes vos questions.